vois qu'à Toulouse, il doit y avoir au moins 150 personnes qui sont au courant que des négociations se font entre l'Union européenne et les États-Unis sur un accord de libre-échange. On n'est pas nombreux dans ce cas. Hein. Depuis plusieurs années que ces discussions, ces tractations se font, elles se font dans le plus grand secret. Les seules informations dont on dispose aujourd'hui viennent d'une fuite concernant le mandat par lequel la Commission européenne mène les négociations avec les États-Unis. Mandat, entre parenthèses, qui a été validé par les gouvernements des 28 États de l'Union. On pourra revenir plus en détail sur... je vais, dans un premier temps, vous présenter le canevas de ce mandat et les conséquences qu'on peut en attendre sur l'agriculture. Je terminerai par quelques considérations sur la démocratie et son évolution pour le futur. Alors, ce mandat, je l'ai dit, il a été connu grâce à des fuites. Alors, on peut l'analyser à l'aide de 3 niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est le niveau de promesse. Eh bien, on va, par cet accord de libre-échange, augmenter les échanges commerciaux entre les deux entités, l'Europe et les États-Unis, et par conséquent, ça va faire augmenter la croissance économique, et donc, ça va créer des emplois. Donc, on est dans la lutte contre le chômage ici. Et puis, deuxième volet, bien, on va mettre les entreprises des deux continents en concurrence, et ça va les obliger à innover, ça va les obliger à trouver des nouveaux produits et des nouveaux débouchés. Et donc, tout ça, c'est les promesses. Alors, le deuxième niveau de lecture, c'est les moyens. Comment fait-on pour accroître les échanges économiques entre les deux entités? Eh bien, il y a 2 grands volets là-dedans. Il y a d'une part l'élimination des obstacles. Hein, quand on veut faire des choses, il faut faire place nette. Et puis, protéger les investisseurs. Alors, les obstacles, quels sont-ils? Les obstacles au commerce. Il y en a 2 sortes. Il y a les obstacles tarifaires, ben, c'est les droits de douane. Donc on va raboter les droits de douane, les éliminer le plus possible. Et puis deuxièmement, eh bien, il y a les obstacles non tarifaires, c'est-à-dire, et c'est ça, c'est des mots que je vais utiliser, on les trouve dans le texte du mandat, c'est par exemple les clauses abusives, c'est les contrôles excessifs, c'est les essais coûteux. Toutes ces choses-là, vous comprenez bien que c'est superflu et qu'il faut éliminer tout ça pour gagner de la croissance. Et puis, bien sûr, ces investisseurs, il faut qu'ils soient protégés. Alors, il y a 2 aspects là-dedans. Il y a l'aspect individuel, enfin, juridique. Hein, s'il y avait des ennuis quelque part, eh bien, il faut que les personnes qui ont financé les projets ne soient pas inquiétées sur le plan judiciaire. Et puis, il y a l'autre aspect, évidemment, les investisseurs, leur objectif, c'est de faire des profits. Et il faut donc que les profits soient les plus grands possibles, et ça, on va voir que c'est un argument essentiel dans le reste du plan. Il faut que les profits soient les plus grands possibles, et puis il faut que ces profits, eh bien, ils puissent être rapatriés, on puisse les faire circuler comme on veut, et que surtout il n'y ait aucun risque que les États s'en approprient un morceau. Voilà les éléments qui vont être mis en œuvre pour augmenter les échanges commerciaux. Alors ça, il y a ensuite le 3e volet de lecture. Là, ce que je viens de dire, c'est le décorum. Et puis, 3e volet, c'est les engagements. Là, on ne rigole plus. C'est une cour privée d'arbitrage qui va trancher tous les écarts qui peuvent se produire par rapport à l'accord de libre-échange. Alors voilà donc la structure de ce projet d'accord de libre-échange. Les négociations qui ont lieu actuellement se font en respectant un certain nombre de règles qui apparaissent aussi dans le mandat. Ces règles, je vais dire les plus importantes. La première, c'est que c'est la règle du cliquet. Les accords qui sont en négociation aujourd'hui ne peuvent pas aller moins loin que
les accords qui existent déjà par ailleurs, et il y en a de nombreux à travers le monde, des accords bilatéraux, des accords multilatéraux, et donc il faut faire plus, hein, toujours plus. Ici, dans cet accord, tous les secteurs sont concernés. Il n'y aura que ceux qui seront explicitement énoncés dans le traité, dans l'accord, qui pourront avoir une exemption, et il faudra voir en quoi elles pourront consister. Tous les niveaux institutionnels devront respecter l'accord. Par exemple en Europe, bien sûr l'Union européenne, bien sûr les États, les 28 gouvernements, et puis les régions, les départements, les communes. Donc ça va très loin. Et puis, enfin, il y a une clause aussi qui est partie des règles dans lesquelles le mandat va fonctionner, c'est la clause de la notion la plus favorisée. Cette clause existe déjà depuis longtemps dans le cadre de l'OMC, ce n'est pas une clause nouvelle, mais elle est rappelée dans le mandat. Et donc, la clause de la nation la plus favorisée consiste à dire, eh bien, si dans un accord entre deux pays, un pays accorde, mettons, des droits de douane faibles pour l'exportation ou l'importation de voitures, par exemple, eh bien, ces droits de douane très faibles qu'il a accordés vis-à-vis d'un pays qui exporte ces voitures, eh bien, tous les autres pays qui exportent des voitures auront obligatoirement droit à ce même tarif. Donc, c'est une espèce aussi de règle de généralisation d'un avantage, toujours aller plus loin, hein, on trouve le domaine. Voilà le cadre dans lequel se situent les choses. Alors maintenant, on va voir les conséquences sur le domaine agricole. Première chose, le domaine agricole ne fait pas partie des domaines exemptés. Il fait partie du lot commun et donc il va prendre de plein fouet toutes les mesures qui sont contenues dans l'accord. Alors on va passer en revue l'élimination des obstacles qu'on a énoncés tout à l'heure et on va voir, on va faire ça rapidement quand même, mais on va voir les conséquences dans l'agriculture. Alors le premier point qu'on a énoncé tout à l'heure, c'est les droits de douane. D'une façon générale, les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe sont très faibles. Il y a un secteur dans lequel ils ne le sont pas, c'est l'agriculture. Un chiffre, les produits agricoles qui rentrent en Europe sont taxés en moyenne à 13%. Les produits agricoles qui rentrent aux États-Unis sont taxés en moyenne à 7%. Donc on voit tout de suite là que l'objectif qui est dans le projet d'accord de libre-échange de annuler ces droits de douane. Alors, il y a une formulation qui est donnée, il s'agit d'abaisser fortement tout de suite les droits de douane et de les éliminer à un terme assez court. Donc une élimination de ces droits de douane entre l'Europe et les États-Unis va conduire inéluctablement à un afflux de produits agricoles venant des États-Unis sur le marché européen. Avec, évidemment, les conséquences que ça va avoir, étant entendu aussi que cette clause de la nation la plus favorisée, eh bien, va conduire à ce que tous les échanges de l'Europe avec les autres entités dans le monde vont devoir aussi s'aligner sur les droits de douane qui ont été fixés avec les États-Unis. Deuxième aspect, l'ouverture de la concurrence. Si on élimine les droits de douane, si on rabote toutes les règles et les règlements qui existent, eh bien on va avoir une mise en concurrence directe des exploitations agricoles des États-Unis avec les exploitations agricoles européennes. Deux chiffres pour comparer un petit peu les structures agricoles dans les deux entités. La taille moyenne des exploitations en Europe est de 13 hectares, aux États-Unis 170. Au niveau des emplois agricoles, sur 1000 hectares d'exploitation agricole, en Europe, il y a 56 actifs agricoles, il y en a 6 aux États-Unis. La conséquence d'un tel
choc entre deux agricultures de structures complètement différentes va conduire évidemment à ce qu'en Europe, eh bien, il y ait des concentrations d'exploitation accélérées. Il faudrait multiplier par 10, en gros, la surface moyenne des exploitations pour retrouver à peu près le même niveau. Il faudrait diviser par 10 le nombre d'emplois agricoles. Voilà un petit peu les bases sur lesquelles on est dans cet accord. Alors évidemment, avec tout ce qui s'ensuit, si on a des exploitations agricoles de cette taille, il va falloir mécaniser, il va falloir faire du quintal à l'hectare, hein, il va falloir arroser et pas seulement avec de l'eau. Donc la qualité des produits qui va s'en suivre est, on sait ce qu'il en est, hein, des différents intrants, l'agriculture chimique. Et puis, toutes les tentatives, toutes les politiques qui sont encore embryonnaires concernant une agriculture de proximité, une agriculture de qualité, eh bien ces politiques-là vont être immédiatement abandonnées, forcément. Quand on est dans un contexte comme ça, il n'est pas question de faire des fleurs, hein, de faire du joli. Troisième élément inquiétant, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le mécanisme de règlement des différends. C'est une juridiction privée qui ouvre la porte aux entreprises qui peuvent, par ce mécanisme, porter plainte contre des États. Au motif que les règlements, les lois qui pourraient être mises en place vont à l'encontre des profits escomptés. Alors vous voyez que ça peut aller loin ces affaires-là, hein. Dans la mesure où une entreprise avait prévu de faire tel et tel bénéfice en faisant ces opérations, si on l'en empêche, eh bien, elle est habilitée à porter plainte contre l'État qui a promulgué la loi. Et on connaît des exemples nombreux, puisque ce mécanisme existe déjà dans ce qu'on appelle l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, hein, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et on a vu et on connaît les résultats en ce qui concerne l'agriculture, en particulier mexicaine, qui était, alors cet accord a 20 ans, hein, il y a 20 ans, le Mexique était exportateur de maïs, aujourd'hui il est importateur, et il y a un marasme complet dans l'agriculture mexicaine, et les agriculteurs mexicains vont faire les ouvriers agricoles aux États-Unis, etc. Donc on est dans un processus complètement grave dans les conséquences qui peuvent en découler. On peut prendre l'exemple des OGM. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ne font pas de différence. Par exemple, le bœuf aux hormones et le bœuf à l'herbe, pour eux, substantiellement, c'est la même chose. Donc il n'y a aucune raison de faire une distinction. Un pays qui va édicter une règle pour limiter les semis de plantes OGM, eh bien, ça va être considéré comme une clause abusive et ça va être sanctionné par le mécanisme de règlement des différends. On peut citer encore un exemple, si vous voulez, concernant le pétrole. Une entreprise donc, pétrolière qui avait obtenu une concession d'exploitation de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. La province du Québec a décidé un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste. Eh bien, cette entreprise de pétrole a porté plainte contre le Canada et c'est 250 millions de dollars qui sont revendiqués, puisque si l'entreprise avait fait ses investissements et avait extrait le gaz de schiste, elle aurait eu des profits de 250 millions de dollars. Donc là, on est... c'est tout bénef, hein, elle n'a pas besoin d'investir quoi que ce soit, elle récupère ses profits sans avoir rien fait, c'est génial. Bon, alors je voulais terminer par quelques considérations sur
ce qui se passe au niveau démocratique, et c'est là, je crois, que les choses sont les pires. Je dis tout à l'heure, on a un processus qui a démarré depuis plusieurs années, dans le plus grand secret, les tractations pour mettre ça au point. Le mandat de la Commission a été élaboré par la Commission en faisant appel à des lobbies, les lobbies de la finance et les lobbies des grandes affaires, des grands groupes multinationaux, qui sont... La Commission a invité ces grands groupes à élaborer ce mandat. On considère que 65% de mandat a été rédigé par ces lobbies. Et pendant le même temps, les citoyens ont été tenus dans le secret le plus total. Les élus nationaux, les élus européens ont été tenus dans le secret le plus total. Aujourd'hui encore, ce mandat, il y a des députés européens qui ont demandé à le connaître. Il leur a été dit que non, il n'était pas question de le publier officiellement. Donc on a un déni complet de démocratie dans ce processus. Ce qu'il faut bien savoir quand même, c'est que les gouvernements des États, et en l'occurrence en France, la ministre Brick et Fabius, ont donné leur aval à ce mandat au mois de juin 2013. Le deuxième étape, ça va être la ratification. Bon, ben, on va avoir un accord dans 2 ans, 3 ans, un accord qui va être finalisé entre l'Europe et les États-Unis et qui va être soumis. Alors, il va être signé par le Conseil des ministres, le Conseil de l'Union européenne, qui va être signé par cette entité, qui est une émanation du gouvernement, et il va être ratifié par le Parlement européen et normalement aussi par les parlements nationaux. Mais il n'est pas question, évidemment, aujourd'hui, de faire un référendum sur ces choses-là. On a bien compris. Et dernier point, eh bien je vais revenir encore sur ce mécanisme de règlement des différends qui constitue un véritable coup d'État institutionnel, puisque c'est le pouvoir du citoyen, de ses représentants, de rédiger et de mettre en place les règles par lesquelles on veut vivre. Est-ce qu'on veut du bœuf aux hormones? Bon, c'est à nous de savoir, puisque c'est nous qui le mangeons. Donc, ce pouvoir-là fondamental dans une société, c'est les citoyens qui doivent élaborer les lois avec lesquelles ils souhaitent vivre, eh bien, qui est transféré au domaine public, dans des conditions les plus obscures. Les groupements d'arbitrage se réunissent dans des huis clos. Il n'y a pas d'audition, il n'y a pas d'échange contradictoire. Ils donnent leur avis de façon tranchée et il n'y a pas d'appel. Et c'est un véritable hold-up sur la démocratie et qui est fort inquiétant pour la suite. Donc il faut, et ATTAC essaye de mobiliser le maximum les citoyens pour se mobiliser contre ce traité. On a un espoir dans la mesure où on se retrouve dans une structure qui ressemble beaucoup au traité constitutionnel européen de 2005. On a un texte qui percute complètement la conscience, les valeurs dans lesquelles on vit ensemble et qui, dès qu'on explique un petit peu de quoi retourne cette question, eh bien les gens sont complètement effarés et sont complètement opposés à un tel projet. C'est qu'en Europe, on ne peut pas vendre une semence si elle n'est pas inscrite dans un catalogue, le catalogue officiel, que ce soit un catalogue d'un des membres de l'Union ou de l'Union elle-même.
Et pour être inscrit sur le catalogue, d'abord ça coûte cher, et en plus il faut respecter des critères qu'on appelle DHS, qui veulent dire distinction, homogénéité, stabilité, ce qui signifie que pour pouvoir être éligible sur ces catalogues, une semence a vu sa diversité considérablement réduite, et pour certaines espèces, on parlait de quasi-clones, c'est-à-dire tous les individus d'une même variété, eh bien, ce sont quasiment des clones. C'est très mauvais, c'est bien sûr très mauvais pour la biodiversité. Or, il faut être honnête et dire qu'il y a des dérogations non négligeables, mais enfin, globalement, la commercialisation, c'est le catalogue et les critères DHS. Ça, maintenant, si on regarde sur l'aspect contrôle, ça c'est un domaine très très vaste. Il y a le contrôle sur la sécurité alimentaire, l'offre dormante par exemple, ça peut être aussi les lasagnes, ça peut être beaucoup de choses. C'est aussi la loyauté du commerce. Les fraudes, par exemple, vérifient que ce qu'il y a dans les paquets, c'est ce qu'il y a aussi sur les étiquettes. Ça peut être sur le bio, sur les OGM, sur les AOC, ça peut être des contrôles de germination sur les semences, c'est tout ça les contrôles. Bon, actuellement, on est dans une dérive qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers une délégation du service public vers le privé, quand ce n'est pas directement une privatisation, et c'est certainement pas ce nouvel accord qui va arranger les choses. Voilà. Ça, c'est quand même important de savoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi de ce côté-là, au niveau réglementaire, au niveau européen. Et donc ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, les droits de propriété intellectuelle, les DPI, qu'on appellera ici plutôt droits de propriété industrielle, parce qu'on est sur des produits, on est sur les semences. Je vous signale d'ailleurs que semences et plantes, ça s'appelle matériel de reproduction, c'est le terme officiel européen. Et donc, sur ces produits-là, eh bien, il y a des droits de propriété. Ces droits de propriété, ils sont, pour le végétal, il y en a deux. Il y en a un que vous connaissez tous, c'est le brevet. Vous avez tous entendu parler du brevet. Par contre, il y en a un deuxième qui est moins connu, quoi qu'il a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps, c'est le COV, Certificat d'obtention végétale. Et je pense que pour comprendre les enjeux qui se passent, il faut avoir une petite idée de ce que c'est, et je vais essayer de vous donner rapidement cette petite idée. Alors, le certificat d'obtention végétale, ça date des années 60 à peu près. C'est ce qu'on appelle les obtenteurs qui ont fait ça. Et l'industrie européenne, l'industrie financière européenne est très puissante dans ce domaine-là. Et c'est vraiment une construction européenne qui s'est diffusée dans le monde, mais c'est une construction européenne et les Français sont également très très forts sur ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un certificat d'obtention végétale? C'est un droit de propriété, un droit de propriété industrielle sur une variété. Ce qui est protégé, c'est une variété. Une variété, c'est par exemple la tomate cœur de bœuf, la poire de 40 ans, ou l'excellent chou de Milan-Pontoise. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces choux-là, ils sont bien agréables. Donc c'est la variété qui est protégée. Et pour pouvoir protéger la variété, il faut que le détenteur de droit de propriété puisse identifier cette variété. Et pour ça, il a besoin que l'ensemble de la variété soit homogène. C'est déjà très compliqué de distinguer parfois les variétés qui sont proches. Si en plus la variété n'est pas homogène, surtout ces individus, ça devient quasiment impossible. Et c'est pour ça, je pense que c'est un élément important, c'est pour ça que les droits de propriété tels que le certificat d'obtention végétale exigent d'avoir les mêmes critères distinction, homogénéité, stabilité que pour le catalogue. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Même critère DHS pour le catalogue comme pour le certificat d'obtention végétale. Alors ça, c'est pas bon pour la biodiversité. Pour la biodiversité, bien entendu. Par contre, il faut dire que les certificats d'obtention végétale, il n'y a pas de propriété sur la génétique. Ce n'est pas une génétique propriétaire, dans la mesure où on peut prendre une plante qui a été protégée par un tel certificat d'obtention végétale, par un COB, c'est plus court, par un COB, et on peut faire à partir de ça de nouvelles variétés, en croisement et tout ça. Ça, c'est tout à fait possible, même si depuis quelques années, il y a des dérives pour essayer de resserrer un peu, mais globalement c'est ça. Donc, le certificat d'obtention végétale, le COB, c'est en gros ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est la possibilité d'avoir un droit de propriété sur la variété et avec l'inconvénient du DHS, mais pas de propriété sur la génétique. Alors maintenant le brevet. Le brevet, c'est pas la culture française, c'est pas la culture européenne, c'est vraiment la culture américaine. Et là, les Américains, de ce point de vue-là, sont très puissants, très agressifs. Et c'est quelque chose de relativement récent, parce que vous savez, le brevet, je parle du brevet sur le vivant, le brevet sur le vivant c'est les années 80, c'est 1980 aux États-Unis, il faudra attendre 98 pour que ce soit le cas en Europe, que ce soit autorisé, c'est la directive 98-44 qui s'occupe de ça. Et ce brevet, quelles sont ses particularités? Ben, disons qu'il ne porte pas sur les variétés.
Et il ne porte pas sur la variété pour une raison très simple. C'est qu'en Europe, il est interdit de breveter des variétés. Alors comme il ne porte pas sur des variétés, ben, il va porter sur des gènes brevetés, par exemple, ou éventuellement des procédés d'obtention qui sont microbiologiques, des choses comme ça. Et il faudra que, par exemple, on en parlera tout à l'heure, qu'un événement Monsanto, par exemple, le Mont 810, qui est breveté, lui, il faudra qu'il soit implanté dans un maïs d'intérêt et ça deviendra une variété comportant un OGM. Si vous voulez, pour qu'il soit vendu, le brevet, il faudra qu'il passe par l'intérieur d'une variété qui sera vendue aussi. Alors ça, c'est le premier élément. Ce n'est pas une variété qui est brevetée, mais c'est un événement, c'est un gène, des choses comme ça. L'autre propriété, alors celle-là elle est dramatique, c'est que c'est une génétique propriétaire. À partir du moment où vous avez une plante qui a un gène qui est breveté, cette plante ne vous appartient plus. Vous ne pouvez plus en faire ce que vous voulez. Ça, donc c'est un mécanisme d'appropriation, c'est un des mécanismes d'appropriation du vivant qui est les plus sûrs du monde, les plus costauds en quelque sorte. Alors ça c'est très très grave bien entendu. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le brevet c'est pas vraiment la culture européenne, hein, c'est vraiment importé des États-Unis. Et quand après d'âpres discussions, il a été décidé de l'accepter en 1998 donc en Europe, eh bien, le législateur a mis des barrières. Il a mis un certain nombre de cadres, et les cadres, je vous les citer. Il est interdit de breveter des variétés, il est interdit de breveter des races animales, il est interdit de breveter des plantes qui sont issues de moyens d'obtention conventionnels, comme des croissances, c'est interdit. Et enfin, un gène peut-être, si vous avez une plante qui est protégée par un gène breveté, il faut que dans la plante que vous pouvez revendiquer, il faut que la fonction du gène s'écoule. Si par exemple vous avez une plante avec un gène breveté qui donne la résistance ou la tolérance à un herbicide, il faut que dans la plante que vous revendiquez, il faut que cette propriété existe encore. Bon, si vous voulez, c'est pas génial, hein, c'est quand même le brevet sur les ventes, de toute façon on combat complètement, mais il y a ce cadre-là qui existe et qui risquerait de sauter un peu. Parce que nous constatons aujourd'hui que l'Office européen des brevets, c'est l'OEB, eh bien, il est secoué dans tous les sens et il délivre de plus en plus des brevets qui ne sont pas du tout dans l'esprit de ce que je viens de vous raconter là. Alors, il y a des brevets sur le melon, brevet de Monsanto sur le melon résistant au virus, il y a le piment de Saint-Gothard, parce qu'il n'y a pas Monsanto, hein, il y a des tournesols de punir, et on s'aperçoit que de plus en plus, on s'approche d'un brevet sur les variétés. Et ça, c'est très grave, c'est vraiment quelque chose qui actuellement se voit beaucoup. Alors, il y a quand même de la résistance. Alors, d'où vient cette résistance? C'est intéressant parce qu'elle est très disparate, cette résistance. Il y a d'abord des firmes entre elles. Les firmes entre elles, parce que, par exemple, Syngenta a déposé une opposition sur le brevet du melon Monsanto. Entre eux, ils se battent. De toute façon, bien sûr, hein, c'est pas pour des questions d'éthique, hein, rassurez-vous. Hein. Après, bien sûr, il y a les ONG diverses et variées. En Europe, il y en a une qui est très intéressante pour ça, qui s'appelle No Patent Sun Seed. Hein, c'est-à-dire pas de brevet sur les semences, dont le réseau Semences Paysannes est membre. Et il fait du très bon boulot, il fait du lobbying à Bruxelles, bien entendu, et il donne beaucoup d'informations sur son site, c'est quelque chose de très intéressant. Parmi les autres acteurs importants, eh bien, il y a ceux qu'on appelle les obtenteurs, c'est-à-dire ceux qui défendent le COB. Il faut bien comprendre que les obtenteurs, pour le moment, ils ont le monopole de la commercialisation des semences à travers les variétés. Hein. Si vous avez les breveteurs américains qui sont capables, qui ont la possibilité de breveter directement des variétés, ça va être très très dur pour les obtenteurs. Et on pense que si jamais ça arrive, il y a beaucoup d'obtenteurs qui vont disparaître. Hein, et parmi les obtenteurs, il y a des gros, et il y a aussi des petits. Il y a eu déjà beaucoup de petits qui ont disparu, qui ont été absorbés par les plus gros. Et c'est quelque chose d'important. Et il se trouve donc qu'il y a des acteurs assez différents et qui luttent. Nous, on se retrouve à lutter avec les obtenteurs que par ailleurs on n'aime pas beaucoup parce qu'ils nous en donnent la vie avec leur souhait. Hein. Et donc c'est assez bizarre, et c'est comme ça. Il y a des antagonismes différents. Et un dernier point là-dessus, c'est que devant toute cette résistance très disparate, comme je dis, disons que les grandes chambres de recours de l'Office européen des brevets, il a été saisi.
il a été saisi, il doit rendre sa copie. Ça fait des années que ça dure, notamment c'était à propos du brocoli et de la tomate ridée. Bon, je ne rentre pas dans les détails, hein. Mais il n'a toujours pas rendu sa copie. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on considère que c'est un procédé essentiellement biologique ou non, tout ça. C'est des questions juridiques assez compliquées. Il y a des enjeux financiers par derrière qui sont colossaux, bien entendu, et on attend la réponse. En attendant la réponse, le directeur de l'Office des Européens du brevet, c'est tout récent, hein, il a fait un communiqué en disant que pour le moment, il suspendait la délivrance de brevets utilisant des moyens de sélection non conventionnels, des moyens de sélection non conventionnels. Il faut savoir qu'il y en a des dizaines qui sont dans les starting blocks, ils sont prêts à sortir. Hein, voilà. Alors donc, on en est là. Et maintenant, quel est le rapport avec l'accord de libre-échange? Je pense que vous avez compris, le brevet sur le vivant, c'est quelque chose, de toute façon, que je pense que l'énorme majorité de la société civile ne veut pas. Bon, les firmes sont arrivées à imposer des choses, mais quand même, le législateur européen est arrivé à mettre des cadres. Ces cadres, je vous les ai dit, et ces cadres sont actuellement très bousculés. Ils essayent, par des acteurs, des actions différentes, de se faire un peu sauter, mais pour le moment, ça résiste un peu. Pour le moment, ça résiste un peu. Alors, quand on connaîtra l'avis de la haute chambre, enfin la grande chambre de recours, eh bien, on verra ce qu'il en est, mais il y a quand même de la résistance, et il y a un rapport du Sénat qui est paru tout récemment, et qui réaffirme ça. Il faut savoir que l'Union française des semenciers, c'est des gens qu'on n'aime pas forcément, mais ils existent, ils sont contre ce genre de choses. Bon, voilà, il y a ce rapport de force. Alors, pourquoi on s'inquiète tant au niveau des brevets? On peut citer au moins 3 raisons. Enfin, des brevets sur le vivant, sur le semence, je parle, je parle pas du tout. Il y a le problème de la concentration. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un secteur le plus concentré, et si ça continue, si les breveteurs gagnent encore des parts de marché, bien évidemment, ça sera encore plus concentré, et ça, c'est pas vraiment rassurant. La deuxième raison, c'est tout ce qui est contamination. Hein. Si vous avez dans votre champ, vous avez recueilli sans trop savoir pourquoi du pollen et que vos champs sont contaminés avec des gènes brevetés de Monsanto, par exemple, ce qui a ces gènes ne vous appartient plus. Hein. Je pense que c'est quand même pas une petite affaire. Alors il faut savoir qu'au niveau de la loi d'avenir agricole, il y a eu des choses qui ont été votées dans ce sens-là, mais ça je n'aurai pas trop le temps d'en parler ce soir, du moins pas maintenant. Et il y a un troisième aspect aussi, c'est l'aspect ce qu'on appelle gènes natifs. Alors ça, c'est pas, il n'y en a pas trop encore, ça pourrait arriver. Les gènes natifs, si vous voulez, ce sont des gènes qui existent naturellement dans les plantes et qui confèrent à ces plantes des propriétés particulières. Mais ça, pour le moment, il n'y a pas trop de brevets sur ces gènes natifs, bien que la directive ne l'interdise pas. Hein. Il n'y en a pas trop, et notamment l'Union française des semenciers, qui est une industrie puissante, si vous voulez, et même européenne d'ailleurs, aller contre ces gènes natifs, parce qu'elle sait que c'est pas forcément très bon pour elle, mais le jour où les gènes natifs, on pourra vraiment les breveter, alors là, je pense que tout appartiendra aux multinationales, quelques multinationales qui seront là. Donc vous voyez, c'est très très dangereux, mais il se trouve qu'il y a de la résistance disparate. Alors maintenant, si on se replace par rapport à l'accord, eh bien vous avez compris que ces obstacles qui ont été mis par le législateur européen, mais il y a de fortes chances qu'ils soient affaiblis, et puis à la limite, ils peuvent être carrément supprimés, et là, ça sera vraiment catastrophique pour la biodiversité, pour les plantes, pour les paysans et tout ça. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Je terminerai en disant que les motivations les grandes raisons pour lesquelles on combat, les fondamentaux, comme on peut dire, il y en a deux essentiellement. On peut en trouver d'autres, mais c'est deux essentiellement. Le premier, il n'y a pas d'ordre d'ailleurs, hein, c'est l'accaparement par quelques firmes des semences des principales ressources alimentaires. Ça, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, c'est complètement inacceptable. Et je pense qu'on est de plus en plus à le voir, et il faut se battre contre ça, c'est totalement c'est inacceptable. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la biodiversité. Je dis un petit mot là-dessus. Si vous voulez, on connaît les mécanismes qui ont permis d'avoir une biodiversité fabuleuse, celle qu'on a héritée de nos parents, de nos ancêtres. On les connaît, ces mécanismes. Il faut comprendre qu'avec le secteur industriel de pointe, hein, qui a des coûts de transaction extrêmement chers, etc., eux, ce qui les intéresse, hein, c'est de faire un nombre limité de ce qu'on appelle des variétés élites, hein, qui vont reproduire en des milliards d'exemplaires. C'est comme ça. C'est un processus industriel, on ne peut même pas le reprocher pas comme ça. C'est le fait que ce soit des industriels qui fassent la semence, ça les conduit naturellement à avoir ces stratégies d'économie d'échelle. Ça veut dire
qu'ils sont incapables de renouveler la biodiversité. S'ils sont les seuls à produire les semences, je pense que c'est la catastrophe annoncée. Bon, je vais commencer par vous faire la lecture pour faire un peu le lien entre tout ce que vous avez dit déjà. Alors c'est quelques mots qui sont un petit article qui est paru le 10 février, donc c'est très récent, dans une revue qui s'appelle Le Revenu agricole. Vous avez sûrement pas eu l'occasion de lire souvent. Bon, je pense qu'il est très consulté parce qu'il y a tous les cours des matières premières agricoles. Alors, c'est des propos rapportés d'une association qui s'appelle la COPA-COGECA, qui est l'alliance syndicale représentant les gros exploitants européens. Pour vous dire que ce n'est pas vraiment des petits paysans, un des vice-présidents est Xavier Belin. Donc, Xavier Belin, qui est président de la FNSEA et qui est aussi président ou directeur, en tout cas, de Sophie Protéol, qui est la société française, le fleuron français du diester, qui transforme le colza, cultivé en France et importé aussi, le colza grain, bien sûr, pour en faire du diester. Voilà. Donc, quand l'Europe dit on va baisser de 9% à 7% l'incorporation de diester dans le diesel, là, ils sont tous à Bruxelles. Voilà. Et lui en particulier. Alors, que dit cette alliance syndicale? Un bon potentiel existe pour un accord sans que l'agriculture ne soit un point de blocage des négociations. Tout va bien. L'UE ne doit pas céder de son côté sur la protection des consommateurs et ses normes de production, en dépit des pressions américaines pour que tout soit mis sur la table. Donc là, quand même, attention, l'UE doit en particulier camper sur son interdiction du bœuf aux hormones et des poulets chlorés et imposer le respect de son système d'indication protégée. Bon, ça, il ne faut pas qu'ils regardent de trop près ce qu'ils font dans certains lieux. C'est vrai que ça se fait pas en Europe, en France. Et enfin, il a jugé par contre sans fondement, donc cette COPA-COGECA, les inquiétudes des associations de consommateurs et défenseurs de l'environnement quant à l'impact d'un accord USA-UE sur la culture et la consommation d'OGM. Donc grosso modo, tout va bien, mais il ne faut pas nous embêter quand même avec ce qui pourrait nous gêner. Voilà. Donc c'était juste pour faire le lien. Bon, moi je vais vous parler un petit peu des OGM et ce qui pourrait se passer s'il y avait cet accord. Alors, j'ai envie de dire, finalement, le meilleur allié des États-Unis dans ce travail de partenariat, de traité transatlantique, c'est l'Europe. Et on a une belle illustration, pas plus tard qu'aujourd'hui même, puisque, bon, j'ai dit à quelques-uns ici, moi je suis très en colère aujourd'hui, ça se voit pas forcément, mais puisque en début d'après-midi, il y a eu alors c'est pas un vote, c'est plus compliqué que ça, en tout cas il y avait un conseil des ministres en formation affaires générales qui devait se prononcer sur l'autorisation d'un maïs transgénique, bien sûr, TC1507, mis au point par Pioneer. Bon, il faut savoir, entre parenthèses, que cette demande d'autorisation de Pioneer, elle est depuis 2001 dans les bureaux de l'Europe, je vais dire comme ça. Et donc, cette commission qui s'est réunie, ils n'ont pas vraiment voté parce que le vote, il n'est pas fait encore. La Commission européenne a encore la possibilité, ce qu'elle ne fera pas, mais a encore la possibilité de retirer sa demande entre la discussion qui a lieu cet après-midi, c'était finalement un tour de table, et le vote officiel qui aura lieu, je ne sais pas quand, parce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée, ou un journaliste à la conférence de presse, qui a demandé, mais on vote ou on ne vote pas? Et Tonio Borg, qui menait tout ça, qui est un commissaire européen, il n'a pas répondu. Donc en fait, il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote officiel de cette commission, donc il y a un tout petit espoir, on a le droit de rêver, mais bon, on sait que théoriquement, la Commission européenne doit rendre sa copie, sa décision, le 12 février. On n'en est pas très loin, il me semble. D'accord. Alors je ne sais pas, selon les textes européens, il y a 3 mois, là, le 12 février c'est la limite. Voilà. Donc, je veux dire, pourquoi finalement on n'a pas besoin des USA pour se mettre dans la panade?
Parce qu'avec la mécanique de vote dans ces commissions, donc il doit y avoir la majorité qualifiée, et donc sur les 28 pays, 19 ont voté contre, il y a eu 4 abstentions, et 5 pays ont voté pour. Et cette algèbre particulière de l'Europe fait qu'il n'y a donc pas de majorité qualifiée ni pour l'autorisation ni contre l'autorisation, et donc c'est la Commission européenne qui, en dernier ressort, elle va se prononcer, et on sait dans quel sens elle va se prononcer. Quelques semaines avant, le Parlement européen, cette fois, ça c'est des élus, des vrais, le Parlement européen avait lui appelé au rejet de la demande d'autorisation par 380 contre 201 et 35 abstentions. Donc 385 voix pour le rejet, 205 contre et 35 abstentions. Eh bien, pour le rejet, pardon, vous avez compris. Et évidemment, il y a toujours 80% d'Européens, et les sondages sont multiples dans les différents pays, grosso modo 70-80% des citoyens qui ne veulent pas d'OGM, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun profit pour ça, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, 80% des Européens, le Parlement européen vote contre, à une très large majorité. Le Conseil des ministres européens en formation affaires générales vote contre. Et au bout du compte, il y aura demain, sans doute, l'autorisation à la culture de ce maïs, non 810 par habitude, de ce maïs TC 1507. Voilà, donc moi je voulais vous dire ça quand même. Et parallèlement, alors on est un peu loin de l'Europe et du traité transatlantique, mais pas tant que ça quand même. Parallèlement, vous savez sans doute que l'autre maïs autorisé à la culture est ce fameux maïs MON 810 de Monsanto cette fois. Et depuis le 1er août 2013, le moratoire qui existait, puisque depuis 2008 il n'y avait pas de possibilité de culture, je passe un soubresaut de cette saga, en tout cas depuis août 2013, il n'y a plus de moratoire, donc possibilité de commercer et de semer. Bon, évidemment on ne sème pas du maïs ici au mois d'août, mais on n'est pas très loin du printemps. Et pour l'instant, il n'y a toujours strictement rien de concret pour un nouveau moratoire au printemps. Alors, beaucoup se bougent, les faucheurs sont bougés il n'y a pas longtemps, etc., peu importe, mais il y a beaucoup d'agitation là autour pour dire au gouvernement, dès le 2 août, le gouvernement s'est prononcé à travers le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Environnement et le président de la République pour dire il n'y aura pas de culture de maïs au printemps 2014. Pour l'instant, rien ne bouge. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quelques jours, un sénateur, local, le maire, je ne sais pas s'il est encore maire, M. Fauconnier, donc sénateur maire de Saint-Afrique, donc sénateur PS, a sorti une loi, donc a déposé une loi qui interdit, pour interdire, cette loi elle a un article, donc elle demande, cette loi interdit la culture de maïs transgénique en France. Le problème, c'est que le temps que cette loi passe aux assemblées et soit promulguée, qu'il y ait un décret d'application, on sera largement mars, avril, mai, c'est prévu en mai. Donc pour l'instant, ça ne marche pas. Et je voulais encore vous faire la lecture, parce que moi j'aime bien ça, pour vous montrer que sur quel terrain ça se passe. Là, cette fois, c'est l'ORAMA, l'UFS, la GPM et la FNPSMS. Alors, l'ORAMA, c'est un groupement c'est très lié à la FNSEA, les amis de là. L'UFS, c'est l'Union française des semenciers. La GPM, qu'on connaît bien, quelques-uns ici, c'est l'Association générale des producteurs de maïs. Et le FNPSMS, Maïs Europe, c'est aussi un syndicat de semenciers, d'obtenteurs de semences. Et ils disent, projet de loi anti-OGM, une supercherie indigne. Et c'est pour vous donner le ton dans lequel ça se passe tout ça. Là, parce que c'est quand même étonnant. La proposition de loi de monsieur le sénateur Alain Fauconnier visant à interdire la mise en culture de variétés de maïs génétiquement modifiées
est une supercherie indigne. Cette proposition de loi est délibérément contraire au droit communautaire et porte atteinte à la Constitution. Elle ne vise qu'à s'affranchir du contrôle du Conseil d'État dont la jurisprudence confirme l'illégalité de telles dispositions. Il ne peut être admis que des élus de la République bafouent l'état de droit en proposant dans l'urgence une loi qui viole délibérément la hiérarchie des normes et qui ne résistera pas à la censure du Conseil constitutionnel ou de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette déconsidération des institutions est aussi un mépris des filières de production agricole, commençant par l'entrave, par des procédés dilatoires à la liberté de semer des agriculteurs. Orama, AGPN, FNN, PSMS et l'UFS, qui avaient proposé au gouvernement une démarche responsable et d'avenir, déplorent une telle orientation et en appellent à l'esprit de responsabilité des parlementaires pour refuser de voter une telle loi et saisir le Conseil constitutionnel si cette proposition venait à être votée. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne disent pas nous on va porter plainte, c'est qu'ils appellent les parlementaires à saisir le Conseil constitutionnel ou toute. Voilà. Donc, c'est pour dire que, effectivement, gros souci avec le traité transatlantique, mais on est très très fort pour scier la branche, hein, de toute façon, tout seul, on n'a pas besoin des Américains pour ça. Ça, c'est clair. Bon, malgré tout, pour en revenir au traité transatlantique, bon, comme ça a été dit plusieurs fois, évidemment, c'est un nivellement par le bas, hein, puisque tout ce qui dérange entrave au commerce, entrave aux autorisations pour les OGM, etc., bon, ben, tout ça, il faut raboter tout ça au plus bas, hein, puisque, effectivement, si on n'est pas du tout satisfait de la manière dont se passent les autorisations, enfin, tout le mécanisme pour avoir des autorisations à la culture ou à l'importation en Europe, ben, finalement, c'est beaucoup plus costaud que ce qui se passe aux États-Unis. Bon, pour les États-Unis, hein, aux États-Unis, ben, il y a la notion d'équivalence en substance qui fait, je caricature à l'âge, il y en a peut-être qui vont hurler ici, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est de dire, bien, si vous avez un maïs OGM et un maïs à peu près analogue mais qui n'est pas OGM, si on fait une analyse de ces deux plantes un peu fines, sur divers critères, si on ne voit pas trop de différence, ben on va considérer qu'il n'y a aucun souci pour ce maïs OGM, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et évidemment, les USA essaient d'implanter cette notion d'équivalence en substance en Europe, et j'avoue qu'ils sont aidés aussi pas mal par certains pays, par des copains par ici. Hein. Il y a beaucoup de problèmes pour ces autorisations au niveau européen, et une des idées de Barroso, mais qui n'a pas marché jusqu'à présent, c'est de dire, vous les pays qui ne voulez pas d'OGM chez vous, on va vous faciliter ce sera plus facile pour vous d'interdire dans votre pays, etc., la culture des OGM, mais laissez-nous faciliter le mécanisme, hein, simplifier le mécanisme pour l'obtention de ces autorisations, et derrière tout ça, il y a la notion d'équivalence en substance qui revient. Donc tout ça, c'est bien lié. Par ailleurs, des firmes comme Monsanto, comme Syngenta et comme Pioneer Dupont, ils sont largement implantés en France. Bon, parlons de Monsanto, la star de ce petit groupe, hein, comme l'a dit Michel, ils sont très peu nombreux. Bon, ici, à une centaine de kilomètres d'ici, à côté de Carcassonne, à Trèbes, une des deux unités importantes, il y en a d'autres, hein, beaucoup en France, mais une des deux plus grosses unités, ils sont en train de tripler ou quadrupler la structure. Donc tout est en place. Bon, aujourd'hui, ils proclament qu'on ne fait pas d'OGM, on ne commercialise pas d'OGM depuis 2 ans. On peut peut-être les croire pour une fois, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout est prêt pour basculer du jour au lendemain. Ça, c'est clair. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc l'idée, effectivement, c'est de raboter tout ce qui dépasse. Et puis, si vraiment ça ne va pas, eh bien, il y a effectivement tout ces dispositifs de règlement des différends qui va se mettre en route. Hein. Alors, je peux raconter, il ne faut pas que je sois trop bavard, mais une petite histoire qui ne passe pas entre l'Europe et les États-Unis, encore que. En 2005, Monsanto s'est rendu compte qu'en Argentine, où commençait en 2005 l'envahissement du soja, hein, l'océan vert, la mer verte de soja au Brésil et en Argentine, et comme il y avait eu beaucoup de semences de maïs OGM qui étaient entrées illégalement en Argentine, d'ailleurs souvent aidées parce que c'est un moyen aussi de s'introduire dans un pays,
Monsanto s'est dit quand même, il y a tous ces hectares de, c'est pas du maïs d'ailleurs, c'est du soja, il y a tous ces hectares de soja finalement, ils nous appartiennent et on ne touche pas de royalties dessus. Donc, ils ont fait une procédure envers le gouvernement argentin qui a dit c'est pas votre problème, nous d'abord on va pas contrôler ce qui entre illégalement et bon il y a eu des procédures juridiques et finalement Monsanto n'a pas pu récupérer ses royalties. Et toujours pas content, Monsanto a intenté, c'était au Danemark que ça se passait, une action juridique, un procès envers par intermédiaire d'ailleurs, directement sur le gouvernement danois, pour dire dans vos ports au Danemark arrive du soja OGM qui nous appartient et on va taxer, on va vous demander, je sais plus le chiffre exact, de 75 €, quelque chose comme ça, par tonne de soja qui arrive dans vos ports. Cette procédure, elle a quand même duré 5 ans et en 2010, Monsanto s'est fait débouter. Donc c'était précurseur de ce qui risque de se passer. Bon, voilà, il y a plein d'autres petites histoires. Je précise que Monsanto s'est fait débouter parce que c'était de la farine de soja qui était vendue, et que la propriété qui accompagnait le gel, c'était une propriété de tolérance aux herbicides, et effectivement, dans la farine de soja, la tolérance aux herbicides, c'est pas un avantage très intéressant. Il a été débouté pour cette raison. Voilà. Je voulais quand même aussi faire une petite comparaison entre les USA et l'Union européenne. En ce qui concerne les surfaces, parlons du maïs, puisqu'il n'y a pas de soja et de coton en Europe, autorisé contre la culture. Aux États-Unis, il y a 34,6 millions d'hectares de cultivés, ça fait 88 pour OGM, ça fait 88% du maïs cultivé. Donc 88% du maïs cultivé est OGM. En Europe, c'est l'Europe des 27, puisque bon, à l'époque c'était 27, pour ces chiffres de 2012, il y a eu 129 420 hectares, c'est moins de 1% du maïs cultivé qui est OGM. Et vous savez sans doute que en 2013, c'était 148 625 hectares qui étaient cultivés en Europe et à peu près 137 000 étaient cultivés, 136 960 étaient cultivés en Espagne. Donc 90% est cultivé en Espagne. Au Portugal, ça a bien baissé. En République tchèque, en Roumanie et en Slovaquie, c'est complètement anecdotique. Et aussi, quand même, avant 2007, donc en 2006, puisque là c'est juste, pourquoi je dis ça? Avant 2007, l'entrée dans l'Union européenne de la Roumanie en 2007, en 2006, la Roumanie cultivait 137 000 hectares de soja génétiquement modifié. Bon, bien sûr, comme elle est rentrée dans l'Europe et que le soja est interdit, effectivement, elle a dû arrêter. Donc ça veut dire que la Roumanie est prête, voilà. Disons qu'ils ont les aptitudes pour ça. Voilà, bon. Je pourrais parler aussi du Monsanto Protection Act, qui est un bel exemple pour tout ça, c'est une histoire états-unienne, mais c'est un bel exemple de ce qui pourrait se passer entre les États-Unis, entre des firmes en tout cas, des multinationales et des gouvernements, puisque, pour résumer cette histoire du Monsanto Protection Act, c'est tout simplement Monsanto qui avait réussi à faire passer une loi, on va dire, qui disait en substance, eh bien, si une autorisation est refusée ou est annulée pour une culture d'une plante OGM, eh bien, de toute façon, c'est pas grave, puisqu'ils ont réussi à faire que le ministère de l'Agriculture des États-Unis ait l'obligation de dire oui à toute demande de culture. Donc, grosso modo, que ce soit autorisé ou non, qu'il y ait une autorisation, qu'elle ait été annulée, etc., de toute façon, ce Monsanto Protect Act permettait à quiconque, de manière très simple, d'aller trouver le ministre de l'Agriculture, ses services, et de dire, moi, je veux semer 1000 hectares de soja OGM, de colza OGM, et le ministre de l'Agriculture était obligé de dire oui. Bon, voilà, donc c'est évidemment, les termes, je ne sais pas quels termes sont employés pour qualifier ce genre de démarche. En tout cas, heureusement, là quand même, il y a eu une levée de bouclier, puisque c'était passé en 12 dans une loi qui avait bloqué complètement la machine d'ailleurs, où c'était impossible de dire non.
à l'époque, où Obama était en grande difficulté financière par rapport à la protection sociale qu'il arrivait à grand-peine à mettre en place. Hein. Et donc, voilà, donc ce petit morceau de texte au milieu de cette loi est passé, et quand même, elle a été annulée, elle n'a pas été reconduite parce qu'il y a eu une levée de bouclier. Voilà. Il y a d'autres exemples de ce type, mais je pense que c'est mieux d'échanger là autour que de continuer à raconter des petites histoires qui ne sont pas très drôles d'ailleurs.